Michel Butor, bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Hugo, tout simplement, et qui est publié dans cette collection Les auteurs de ma vie, donc publié aux éditions Buchet-Chastel. Alors, je dis un nouveau livre. Je n'ai pas compté, évidemment, tous les livres que vous avez publiés jusqu'ici. Vous êtes l'auteur d'un livre euh, totémique, La modification, hein, publié dans les années 60. Vous êtes l'un des auteurs français qui a participé à ce mouvement qu'on a appelé peut-être injustement ou peut-être pas justement le nouveau roman, aux côtés d'Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras et un certain nombre d'autres. Je pense à Robert Pinger, par exemple. Et vous avez à ce moment-là un peu dérangé la littérature française avec ce livre, La modification, un livre que la critique a beaucoup apprécié, pas uniquement la critique, mais les lecteurs aussi. Et puis à partir de là, vous avez entamé une carrière d'écrivain qui vous a mené à travers la poésie, les essais, les documents et les livres d'artistes, parce que l'art occupe une part très très importante dans votre vie. Et cette fois-ci, vous publiez un livre donc consacré à Hugo. Alors, est-ce que Hugo est central dans votre œuvre? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est un éditeur qui vous a dit, tiens, voilà, Michel Butor, est-ce que vous n'êtes pas intéressé par Hugo? Ou de vous-même, est-ce que vous avez toujours été porté par le verbe de Victor Hugo? Ah, j'ai toujours été très intéressé par Hugo, très fasciné par ce personnage extraordinaire. Mais enfin, je ne peux pas dire qu'il soit central pour moi. J'ai beaucoup d'autres parrains, si vous voulez, à l'intérieur de la littérature française et des autres littératures aussi, parce que je me suis efforcé de me faire influencer par le plus de grands écrivains possible. Dont effectivement alors Hugo. Alors c'est un livre qui est une sorte d'anthologie, mais dans cette anthologie, vous avez finalement distingué des œuvres ou des extraits d'œuvres qui sont très peu connus de Victor Hugo. Parce que évidemment, si on évoque Les Misérables, eh bien tout le monde y pense immédiatement. Enfin, c'est une des œuvres emblématiques de Victor Hugo. Mais alors, vous, pas du tout. Ah si, 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 il y a dans ce choix, il y a un chapitre posthume des Misérables. Euh, Hugo écrivait beaucoup, il corrigeait beaucoup et il retranchait beaucoup, pour toutes sortes de raisons. Ces livres sont souvent très longs, Les Misérables, c'est considérable, et les éditeurs étaient effrayés, naturellement. Et lui-même était quelquefois effrayé par sa propre audace. Donc, il y a beaucoup de choses passionnantes qu'il a retranchées de ses œuvres et que nous avons la chance de pouvoir retrouver maintenant. Voilà, mais je disais ça parce que il y a beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que à part enfin, si je mets de côté ce morceau plus posthume, hein, donc publié Publié après la mort de après sa Hugo. mort, Oui, donc il ne figurait pas de son vivant. Il y a beaucoup d'autres textes qui sont là des textes, alors à publier de son vivant, oui, bien sûr. mais qui sont des textes qu'on connaît très très peu. Ah mais oui, mais vous savez, il y en a tellement de textes de Hugo, hein. C'est une œuvre tellement vaste. Alors, on peut, je dirais, tout trouver chez Hugo. C'est comme une sorte d'immense grenier dans un château à la campagne. On se promène, on trouve des caisses, on trouve de vieux tableaux, on trouve toutes sortes de choses. Et évidemment, de temps en temps, on tombe sur des choses tout à fait inattendues, hein. Euh, on tombe sur des trésors. Alors j'ai essayé d'indiquer un certain nombre des trésors peu connus de l'œuvre de Hugo. Alors voilà, il y a des morceaux de critique, hein, enfin des textes autour de la critique, des dessins, bien sûr, les romans, le théâtre,
la poésie, il y a pas les discours parce que les Eh bien, justement, s'il y a quelque chose qui manque dans ce livre, c'est parce les, qu'il y a le Hugo politique. oui, c'est les textes politiques et je dirais les textes de chroniqueurs, de journalistes de Hugo. Il a fait des livres d'histoire, et d'histoire en particulier sur le début du Second Empire, là, Napoléon le Petit, et puis Histoire d'un crime, qui est l'histoire de la prise du pouvoir par Napoléon III. Qui n'aimait Et, pas beaucoup. ah, qu'il dit, non, bien Le sûr, mot est faible. oui, le mot est faible, bien sûr. Et donc ça, je regrette maintenant, je regrette de ne pas avoir ajouté une autre section. Vous voyez, il y a même pour moi qui ai beaucoup nagé là-dedans, eh bien, il y a des choses que j'aurais envie de découvrir encore. Et je pense par exemple à un texte qu'il a écrit sur l'Europe ou les textes quand il est il n'est pas vraiment à la chambre, il n'y a pas encore vraiment de chambre. Il y a des textes qui sont des textes qu'on aimerait bien entendre aujourd'hui au Parlement. Ah, ben, il a Parce que été, c'était un extraordinaire orateur évidemment parlementaire, parce que les textes qu'il écrivait pour comme député, comme oui, député, oui, parce qu'il était député pendant la Seconde République. Et puis après ça, après le coup d'État du 2 décembre, de la prise du pouvoir par Napoléon III, eh bien, il a quitté la politique de l'intérieur de la France. Donc, il a fait de la politique depuis l'exil. Certainement, Napoléon III, un jour, plus tard, n'aurait eu qu'une envie, ça aurait été de le récupérer. Mais il ne s'est pas laissé faire. Et donc, il a joué son rôle depuis ces rochers, hein, Jersey, et puis ensuite Guernsey. pourquoi écrivait-il autant, à votre avis? Ah ben, C'est un tempérament, c'est le plaisir d'écrire, eh bien, euh, le génie à l'œuvre, ah ben ça, c'est sûr. qu'il y ait du génie, ça c'est évident. Qu'il y ait chez Hugo un tempérament extraordinaire dans tous les sens du terme, eh bien ça aussi c'est extraordinaire. Et s'il a autant écrit, c'est parce que il avait l'impression qu'il n'avait pas assez écrit, qu'il n'avait pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Et vous voyez un livre comme La légende des siècles, c'est c'est un projet immense, surtout que la légende des siècles, c'est une partie d'un ensemble dans lequel il y a deux grands inédits, là, la fin de Satan et Dieu. Mais lorsqu'il se retrouvait devant la légende des siècles, il avait l'impression qu'il y avait énormément de choses qui manquaient. Et il éprouvait le besoin, donc, debout en face de la mer, dans ses îles, eh bien, il écrivait pour faire avancer les choses. Il écrivait donc dans la rage contre Napoléon III et, et tous les méchants, hein, bon. Et tous Et les puis dans méchants. l'admiration éperdue devant le spectacle que lui proposait la mer et que lui proposaient aussi, disons, les grands, les grands écrivains, les, l'ensemble l'ensemble de ce qu'il appelle lui les génies et ce qu'il appelle aussi la région des égaux. Égaux, E-G-A-U-X. Hein. Donc, il dit l'art est la région des égaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de savoir, à partir d'un certain niveau, si un tel est plus grand que tel autre. Est-ce que Dante c'est mieux que Shakespeare ou est-ce que Shakespeare c'est mieux que c'est Dante? Pour lui, c'est une question qui ne se pose absolument pas. On arrive à un niveau où on est dans une sorte de paradis du langage, mais de paradis à l'intérieur duquel tout l'enfer est sublimé.
Il faisait partie de il est dans les égaux, hein, Ah, bien bien sûr, évidemment. bien Mais sûr. il Il ne voulait, demandait qu'une chose, c'est qu'on dise, mais oui, vous vous aussi. aussi, mon cher Victor, vous êtes un de ses égaux, bien Mais sûr. Michel Butor, il voulait changer le monde aussi, Bien sûr, hein. bien C'est sûr. viscéralement, profondément. Oui, et de plus en plus, Il voulait au- changer l'Europe. Il y a des oui, textes sur l'Europe de plus en extraordinaires. plus au cours de sa vie, il a beaucoup évolué. Au début, Hugo est un royaliste. Et puis ensuite, il devient bonapartiste, puis républicain, et peu à peu, il devient socialiste, utopiste, etc. Donc, il a, il a traversé Tout le spectre. tout le spectre politique. Donc beaucoup, il a beaucoup changé au cours de sa vie. Mais il s'est approfondi de plus en plus. Et l'exil a été pour lui une sorte de piédestal, hein, il en a fait un piédestal, parce qu'on peut dire, il y avait deux hommes puissants sous le Second Empire en France, il y avait Napoléon III et Victor Hugo. Ils étaient à peu près à égalité. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a été tellement détesté par toutes sortes de gens. Un Ouais. homme politique et un écrivain. Oui, Un grand écrivain. Michel Butor, vous-même, vous écrivez beaucoup. Alors, je ne dirais pas que vous êtes Hugo, parce que c'est l'histoire qui va en décider. bien sûr. Voilà. Mais vous-même, vous êtes aussi un peu comme Hugo. Parce que vous aimez la poésie, vous aimez le dessin, vous aimez l'art, vous aimez le roman, vous aimez vous exprimer. Et vous aussi, vous voulez changer le monde d'une certaine façon. Bien sûr, je veux changer le monde qui en a bien besoin, hein. Chaque jour nous assure encore plus qu'il faut changer le monde. Et nous essayons de trouver des moyens pour changer ce monde qui va de plus en plus mal. Et ce que je pense profondément, c'est que on ne peut changer le monde que par l'intermédiaire du langage. Il faut trouver une façon de parler de ce qui va mal. Or, nous ne savons pas comment en parler. Eh bien, Hugo est un exemple étonnant pour ça. Il a projeté toutes sortes d'idées depuis son exil. Vous parlez de l'Europe, eh bien, il parlait des États-Unis Oui, d'Europe. parlez des États-Unis Et d'Europe. il a planté dans son jardin un chêne qui est toujours là, qui était pour les États-Unis d'Europe. Alors nous sommes bien loin encore de ces États-Unis d'Europe. Mais le chêne est toujours là. Eh bien, le chêne est toujours là et il nous aide. Merci beaucoup, Michel Butor, pour ce livre. Alors, je renvoie les internautes, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, bien sûr, d'abord à votre livre, à votre petit livre là, autour, qui est un livre de 200 pages, mais autour de Hugo, où ils pourront, comme ça, en feuilletant ces quelques pages, découvrir un peu Hugo. Et puis, je les renvoie surtout aussi à la modification, je le disais tout à l'heure, l'un livre, mais c'est un livre qui marque une étape d'entrée en écriture pour vous, qui est le premier livre qui fait qu'on va vous remarquer, mais vous avez beaucoup évolué depuis, et il y a plein d'autres livres à lire. Bien Il sûr. suffit d'aller sur un site de vente de livres, de vente en ligne, et puis ou dans une librairie, et on verra le nombre de titres de Michel Butor. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup publié et je continue. J'ai publié mes œuvres complètes, mais j'écris encore un peu et donc je suis, si vous voulez, dans le post-scriptum. Souvent, quand on a écrit une lettre, eh bien, au moment où on la met dans son enveloppe, on s'aperçoit que justement, ce qui était le plus important, on l'a oublié. Et alors, on ajoute. Vous serez toujours dans le post-scriptum, Voilà. Michel Butor. Merci infiniment.